Presse Club, c'est votre magazine qui vous permet de comprendre l'actualité nationale et internationale avec le décryptage des journalistes congolais. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus Nico Faye qui revient pour la deuxième fois dans ce magazine. Nico Faye, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Merci beaucoup, Nico Faye. Il est de retour après un temps. Après un temps, il était frappé par une maladie. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était très poignant contre les opposants. Je ne sais pas. Lui, c'est Siméon Isako. Siméon, bienvenue. Merci, Crispin. Bien rétabli, ça va maintenant? Parce que l'autre fois, c'était... je ne me sens pas bien, Chimassou, je ne me sens pas bien. C'est un humain, c'est le corps humain. C'est normal quand on balade. C'est un plaisir de répondre à ton invitation pour pouvoir décrypter ensemble avec les amis avec qui nous allons partager ce plateau. L'actualité chez nous, c'est sécuritaire, politique, économique. Je disais donc que c'est un plaisir. Je salue mon confrère Nico Faye, avec qui nous allons partager ce plateau, et un autre dont vous avez la première de présenter. Voilà. Et notre, c'est Gardi Diane, qui nous avait fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau à bâton rompu. Voilà, une émission très appréciée. J'ai reçu même le coup de fil de l'ex-ministre du développement rural, l'ex-ministre d'Itakuira, qui avait jugé vos arguments très poignants. Et lui, c'est Gardidiane. Bienvenue. Merci beaucoup, Crispin Chibassou. Merci surtout à l'occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Je profite pour saluer non seulement mes co-débatteurs, mes estimés confrères, mais aussi des milliers de téléspectateurs de cette émission, surtout ceux qui suivent en dehors de la République démocratique du Congo, et dire pourquoi pas merci à M. Bitakwira que je connais très bien et que je salue en passant. Voilà. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée par le déplacement, le voyage officiel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, mais aussi les lancements officiels des travaux de réhabilitation intégrale du bâtiment administratif de la fonction publique depuis les temps coloniaux. Ce bâtiment n'avait jamais connu des réhabilitations intégrales. Ça sera fait avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Et nous parlons aussi du sit-in de l'opposition qui a été organisé ici à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin. Les opposants n'ont pas pu atteindre le siège de la CENI. Et tout de suite, on va prendre cet élément, ce qui est notre libre opinion de ce magazine. L'élément, c'est le lancement des travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la fonction publique par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui est engagé dans la réforme de l'administration après avoir réhabilité, remis en marche le processus de la mise à la retraite digne des agents et fonctionnaires de l'État, après avoir rabattu l'impôt des agents et fonctionnaires de l'État de 15 à 3%, mais aussi le rajeunissement de l'administration publique avec le couronnement de plusieurs élèves de l'ENA. Cette fois-ci, c'est la réhabilitation du bâtiment administratif avec comme objectif rendre salubre, permettre aux agents et fonctionnaires de l'État de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et ce travail débuté à Kinshasa se poursuit déjà en province avec le projet de 145 territoires mené de main de maître par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons cet élément. Depuis sa construction au temps colonial, le bâtiment administratif de la fonction publique va être réhabilité intégralement. Le lancement officiel des travaux de cet immense édifice a été effectué le vendredi 26 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Avec le lancement des travaux de réhabilitation intégrale de ce bâtiment historique, le VPM traduit en action
la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre, de bâtir une administration publique où les fonctionnaires travaillent dans les conditions optimales répondant aux normes de la modernité. Je voudrais remercier vivement son Excellence Monsieur le Président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a exprimé une volonté ferme de nous accompagner pour cette œuvre de réhabilitation de tous les bâtiments habitant les administrations et les services publics de l'État. Je veux aussi remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis devant les fonctionnaires de s'impliquer aussi personnellement pour l'accélération de ces processus. Ce nouveau bâtiment, plus qu'une simple réhabilitation, représente en réalité la renaissance de l'administration publique congolaise. Ce qu'il y a peu fut un projet va devenir une réalité concrète. C'est une réhabilitation intégrale. Il s'agira tout principalement de réhabiliter tout le carrelage et toutes les faïences dans tous les locaux. Changer de portes et de fenêtres, équiper le bâtiment de 2 ascenseurs modernes, poser la peinture extérieure et intérieure, équiper le bureau avec des placards là où on doit garder les dossiers, réhabiliter toute l'installation électrique, refaire tous les systèmes de la plomberie et sanitaire. Respectant les assignations de la loi sur le marché public, la réhabilitation de ce bâtiment prestigieux est assurée par une entreprise congolaise, le groupe Tezi Ayo, avec une main-d'œuvre 100% congolaise. Gardi Diane, en République démocratique du Congo, on a besoin de l'administration publique forte pour redorer l'image de l'État congolais. Bon, merci pour la question. J'ai l'habitude de le dire, aucun État au monde ne s'est développé sans son administration publique. Malheureusement, le constat chez nous, c'est que l'administration publique est devenue un poids pour la République. Je vais vous donner un exemple en termes de statistiques, c'est que dans l'équilibre dans le rapport Le Monde du Travail, vous vous rendez compte que l'administration publique, presque dans les établissements de l'État, prennent le gros. Parce que le Congo est majoritairement composé dans son tissu de travail par le secteur informel. Et pourquoi ces caractères pléthoriques dans l'administration publique, c'est devenu une caisse de secours. Les gens n'y vont pas avec ambition, les gens n'y vont pas pour des raisons de carrière. La plupart, c'est chercher un numéro matricule. On sait que dès qu'on l'a, ça veut dire que c'est un acquis. Et en fin de compte, on peut le léguer aussi à notre progéniture, ce qui fait que la qualité du travail dans l'administration a sensiblement baissé. Cette administration ne rend pas l'ascenseur ou encore ne fait pas le gros du travail qu'il devrait faire. Et sans vouloir vous flatter, je vais quand même dire une chose, c'est que j'ai depuis toujours décrié la faiblesse et j'ai toujours parlé de cette trilogie pour pouvoir rendre viable cette administration publique. La première des choses, c'est pouvoir remettre de la compétitivité, c'est-à-dire rajeunir cette administration publique. Mais ce n'est pas l'action première qu'il devrait faire. La première des choses, c'était de pouvoir rendre viable, c'est-à-dire concentrer le travail sur l'homme. La compétitivité passe par la rémunération. Ça, il l'avait déjà fait. Et après, c'est la mise à la retraite et les recrutements. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, c'est le contexte du travail. Je crois que pour une fois, je suis heureux. Ce que je dis depuis 4, 5, 6 ans, qu'en fin de compte, on entende et qu'on le fasse en tant que tel. Et je ne peux que dire coup de chapeau à Jean-Pierre Liaou, qui fait partie justement de ces rares jeunes qui défendent valablement notre place dans ces gouvernements. Au-delà de lui, au-delà de Tony Mwaba et les autres, qui en tout cas fait un effort très remarquable qu'on peut que féliciter. Cependant, je vais devoir l'avertir d'une maladie. Parce qu'en République démocratique du Congo... Une maladie? Oui, c'est pas le pose de pierre. Le vrai problème. Le problème, c'est aller jusqu'au bout du projet. Et surtout, il ne faudra pas oublier, là où il est, c'est un secteur très sensible. J'ai dit bien, l'administration publique est l'indicateur de la calmie sociale. Si vous voulez savoir quel est le rapport entre l'État congolais et cette classe minoritaire qui est prise en charge par l'État, en termes de rémunération et de prise en charge, c'est l'administration publique. Quand tout va bien là-bas, ça veut dire que même au niveau de la société, dans le rapport professionnel, les choses semblent être à l'aise. Il suffit Golgotha ne grogne plus comme avant. Exactement. Il ne suffit pas de poser la première pierre, mais qu'il aille jusqu'au bout. Et
je l'ai entendu, j'espère que ça sera fait, qu'on duplique ces modèles, parce que l'administration publique, c'est pas seulement Kinshasa, c'est l'ensemble de provinces et des différentes entités, qu'il aille un peu plus loin. Moi, je peux que lui dire félicitations, et ça sera un pari gagné s'il réussit cette trilogie et que tout marche très bien. Encore un dernier conseil, qu'il n'ait pas honte de pouvoir mettre en dehors du système d'administration publique ceux qui n'y répondent pas. Le Congo aujourd'hui est, quelqu'un m'a dit une fois, je crois que ça doit être Romain Pius-Roland, est en retard de 1000 ans. C'est son statistique à lui, mais je crois que la seule façon de pouvoir refaire ces retards, c'est d'éviter la politique de la complaisance. C'est-à-dire qu'on sait que la personne qui est là n'est pas compétente, mais le fait que c'est une communauté, on a peur de prendre des mesures pour pouvoir assainir, de peur qu'il y ait grogne. C'est malheureusement la maladie qu'on a longtemps vécu. Il est dans cette logique avec les rapports de l'IGF qui a démontré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand il y a de la crise, quand il y a des difficultés, quand quelqu'un ne répond pas aux critériums pour pouvoir être dans l'administration publique, ce n'est pas un agent qui, dans le long terme, peut apporter des résultats. Il ne faut pas se gêner de le mettre ailleurs, ou si il y a possibilité. Je sais que c'est 2 fois vrai. Au-delà de pouvoir, dans les devoirs régaliens de l'État, de pouvoir sécuriser encore, apporter la protection à la population, à défaut de mettre dehors, il faut pousser au recyclage et à la formation. La formation continue. La formation continue, voilà, pour faire en sorte de rendre compétitive cette administration. Je crois qu'il aura réussi à faire ce qui, depuis 2 années, n'a pas encore été fait jusque-là. Voilà, Nico Faye, vous avez la parole. Vous pouvez répondre par rapport à cette libre opinion. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Mais avant toute chose, je ne saurais m'en passer du rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 204 jours pour la tenue des élections à l'avenant de la date du 20 décembre de l'année pendante. Mais il faut nuancer. Ça, c'est pour la tenue des élections. Mais quant à la fin de mandat, il reste 239 jours parce que la fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1260 jours depuis que le régime nous a mené la mésaventure de Covid-Commerce. Vous savez, aujourd'hui, Covid, commerce, il y avait une surenchère, les millions de la Banque mondiale sont arrivés. Vous savez ce qu'on en avait fait. La preuve en est que le ministre de la Santé d'alors a eu même à passer des jours au CPRK à Makala, mais au finish, il est sorti étant donné qu'il est membre du parti présidentiel. Mais les millions de la Banque mondiale ont disparu. Mais le comble est que beaucoup qui ont travaillé pour cette équipe de riposte de Covid ne sont jamais été désintéressés. Nico Faye, vous avez dit ça l'émission passée. S'il te plaît, la répétition est la mère de science. À moins que vous puissiez vous réinventer là-haut. 760 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais il faut souligner qu'au moment où nous parlons, à l'aéroport, on continue à percevoir l'argent. Sans quittance, 10 000 francs, 7 000 francs, Bacheloso, tu voyages. Alors, maintenant, aborder l'actualité. 360 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. On ne connaît pas l'administration, bien les pouvoirs publics qui sont là-bas. 60 jours depuis que la population de la commune de Nsele et Nkama Singayinga a été mis dehors. Plus de 350 maisons. Et ces maisons ont été, cette concession avait été acquise vers les années 88 et on avait donné acquis à plus ou moins, aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a une dame qui se réclamerait de la famille Timothée Mouleka. Même situation aussi au quartier Plaza, communément appelé Kengo, quartier Canada. La famille Kengo réclamerait, et on dérange la population là-bas. Même situation au quartier Mpassa 1, la famille Mobutu qui réclamerait aussi ce site et la population est mise mal à l'aise. 1123 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête, mais malheureusement, du côté de Kinshasa, il n'y a que les communiqués et on prend la communauté internationale à témoin. Vous avez parlé de la question de la réhabilitation des bâtiments de l'État.
c'est vraiment catastrophique. D'abord, en ce 21e siècle, pour réparer, pour réhabiliter une bâtisse, l'on doit encore poser une pierre. Je me pose la question, on est où? Non, s'il te plaît, je ne sais pas si ça se passe comme ça sous d'autres cieux. Pour une bâtisse qui a existé depuis plus de 70 ans, 60 ans, 50 ans, même une année, est-ce que lorsqu'il s'agit de repeindre, lorsqu'il s'agit de changer de carreau, de changer les cuves, est-ce que faut-il encore organiser une manifestation, appeler la presse, poser même la pierre? On se pose la question, on est où? Dans un pays de spectacle. Lorsqu'on se lance dans le spectacle, on ne résout pas le vrai problème. Mon frère, mes frères, c'est-à-dire tel que nous sommes dans cet immeuble, s'il faut le réhabiliter, il faut qu'on vienne encore poser la pierre. Et on invite la presse. C'est pour cela que ce régime, aussi longtemps qu'il ne va pas chercher à donner des solutions durables, qu'il va chercher toujours à se distinguer dans le populisme, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de résultats. On a lancé avec pompe, programme 100 jours, et Soukawapi. On a lancé avec pompe, pyramide 14 millions en Boujma et pyramide de Kenda Wapi. On a lancé avec pompe, opération zéro trou, Maboulou. Même jusqu'au boulevard Maboulou. Mais finalement, on est où? Depuis quand, pour repeindre, pour réhabiliter un édifice, on doit appeler la presse? Bon, pour votre précision, ce n'est pas seulement l'immeuble de Kinshasa. C'est le bâtisse, même en province, on va construire. Donc, la symbolique, c'est la réhabilitation intégrale du bâtiment administratif à Kinshasa. Mais le processus, c'est aussi en province, avec le projet de 145 territoires. C'est-à-dire... Donc, on construit aussi d'autres bâtiments en marge de la réhabilitation. C'est-à-dire, d'où la pose de la première pierre. Selon vous, Nakela Sobino Botanga, s'il faut réhabiliter une bâtisse à Kinshasa, il faut poser la pierre. Et que cette pierre qu'on va poser concerne aussi les autres peut-être constructions qui vont intervenir dans les provinces. On inaugure. On lance les travaux là où les travaux commencent. Là où il y a les travaux, non? S'il faut peut-être construire un bâtiment administratif à Lualaba, ou bien à Djokopunda, ou bien en Boujma, je commandais, là où ça n'a pas existé, c'est un bâtiment qu'on pose la première pierre. Est-ce que maintenant va-t-on appeler sur la première pierre? Congolais, régime, maintenant parce qu'on dit la première pierre, maintenant qu'il y a une bâtisse depuis de 60 ans, on va appeler ça première pierre? Ça ne vous enchante pas de voir qu'il y a quand même une personnalité, un vice-premier ministre qui prend le courage de réhabiliter un bâtisse qui a depuis des générations, des régimes et des régimes, qui n'a pas été réhabilité, mais lui, il en fait. Et vous trouvez ça? Vous trouvez que le côté Pierre qui vous intéresse? Non! Lorsqu'on est gérant, on est appelé à donner des solutions durables. C'est quoi le pas le spectacle auquel on nous fait assister par ce régime. On a posé la première pierre au Kakobola. On est où? Kakobola? Eh non, quoi? Les barrages là... Bon, le nom est parti. Le nom est parti. Alors, on a lancé des travaux comme ça avec pompe. Mais est-ce que les Congolais posent-nous des questions? Donc, on ne doit pas lancer les travaux avec pompe. Alors, même dans l'étymologie, on dit on pose la première pierre. C'est là où il y a un fond. Mais maintenant qu'il y a une bâtisse, vous allez appeler sa première pierre. Et la première pierre à quoi? C'est symbolique, Nico. Symbolique par rapport à quoi? Éviter la politique spectacle. Voilà, la politique spectacle. C'est un sujet de biscuit, on va passer. Et je n'ai pas encore fini. Je crois que... on ne va pas rester sur ça. Vous n'allez pas... C'est-à-dire, j'ai fini par là. Oui. C'est-à-dire,
Si on va aller par exemple au tribunal de grande instance de Kinshasa Kinkole, là où les audiences se tiennent presque dehors, où pendant la journée, on allume la torche pour que les juges voient, on doit encore poser la première pierre. On doit aller à la cour d'appel de Kinshasa Gombe ici, où les audiences se tiennent même dans les bureaux des divisionnaires, on doit poser une pierre. C'est-à-dire, partout où il y a les édifices ont existé, on doit poser les pierres, selon votre logique. Je crois que c'est à ce niveau-là que Nicole Fambikaï n'a pas saisi la dimension culturelle de la pose de la pierre. Il dit quelque chose de vrai, mais le problème c'est qu'il mélange. Parce qu'on pose une pierre pour lancer un projet ou construire quelque chose qui va naître de terre. Mais tout à l'heure, il va donner un élément essentiel. Un projet qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. Il y a réhabilitation du bâtiment administratif en RDC, mais dans la plupart des zones reculées, c'est des constructions de nouveaux bâtiments. Puisqu'on ne peut pas poser des pierres à chaque fois où on ira construire dans le recoin de la République, on le fait symboliquement à Kinshasa pour lancer le travaux. C'est une question de culture, il n'y a pas de science derrière. Malheureusement, c'est qu'il ne faut pas mettre de l'intelligence dans des éléments d'ordre culturel. Merci beaucoup. On va passer cet élément. Merci beaucoup. Il y a des bâtiments qui seront rénovés, mais il y a des bâtiments qui naîtront de terre. Voilà. Pour faire d'une pierre plusieurs coups. Ouais, vous êtes retrouvés. Allez-y, Sako. Non, j'avais d'abord permis. Ah oui, vous avez permis. Je pensais que vous ne le vouliez pas. Non, bon, de toutes les façons, il a tout dit sur ces sujets. Nico a parlé d'un véritable spectacle, mais il a oublié que les 5 chantiers, c'est aussi un véritable spectacle. La révolution de la modernité de Kabila que tu soutiens, c'est un véritable spectacle. Tu fais les comparaisons, il le fait. Plus de 365 millions de dollars américains pour une nouvelle aérogare qu'on n'a jamais vue. C'était un véritable spectacle. Boukangalonzo avec Matata qui est devenu l'opposant modèle, qui n'a jamais... détourné selon vous, c'était un véritable spectacle. Donc il ne faut pas nous parler des spectacles. On en a vécu assez sous le régime Kabila. Mais moi j'ai mon biscuit. Allez-y. Je prends la Constitution, l'article 13. Il dit ceci. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif à raison de sa religion, de son origine familiale, de sa conviction sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. J'aimerais parler ici, j'aimerais dénoncer en fait l'apologie que le parti Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi est en train de faire. L'apologie du tribalisme. Le parti de M. Katumbi fait l'apologie du tribalisme. Comme le secrétaire général de l'UDPS l'a alerté hier, eh bien, nous risquons d'assister à des scènes telles que ça a été les quoi au Rwanda avec la radio Mille Collines. Ça peut aller comme ça. On en a vu, je crois, les 20, les samedis derniers. Ce qui s'est passé dans une chaîne de télévision locale, ça peut partir comme ça. 2 députés, 2 ou 4, 2 proches, plus proches collaborateurs du futur, entre guillemets, président de la République, qui s'attaque à une tribu, qui veut à ce qu'une tribu puisse disparaître, qui s'attaque à un chef de l'État parce qu'il est d'une tribu, la tribu des Louba. Et Moïse Katumbi a décidé de se taire. Là, il ne dénonce pas, je dirais comme Augustin Kabouya, même la communauté internationale qui a toujours fustigé les discours de haine tribale, ne l'a pas dénoncé. 2 poids, 2 mesures. Eh bien, c'est l'occasion ici de dire aux Congolais que nous devons être éveillés. Voilà les types. On doit sauvegarder la cohésion nationale. Les types de personnes qui veulent nous diriger demain. Voilà. C'est pourquoi j'adhère à l'idée d'Augustin Kabouya. C'est quoi l'idée? De demander, de réclamer, pas même demander.
réclamer, exiger les sanctions internationales contre M. Moïse Katumbi. Parce que Katumbi aujourd'hui s'affiche en menace à l'unité nationale dans notre pays. C'est une menace pour l'unité nationale, la cohésion nationale de notre pays. Katumbi s'affiche aujourd'hui en menace. Il menace notre cohésion nationale. Et pareille personne, nous devons mettre à l'écart. Et nous sollicitons de la communauté internationale des sanctions contre M. Katumbi. Parce que si cela n'est pas fait, on comprendra bien que la communauté internationale est derrière M. Katumbi et qu'ils sont en train de permettre qu'il y ait des divisions à RDC, de sorte que, parce que la communauté internationale, en fait l'Occident et consorts, veut toujours avoir une mainmise sur la RDC. Ils ne peuvent bien exploiter illégalement nos minerais que lorsque les Congolais sont divisés. Et pour ce faire, ils doivent passer par un Congolais. Donc nous allons comprendre noir sur blanc qu'il passe par Moïse Katumbi pour pouvoir diviser la RDC, si il ne les sanctionne pas. Merci beaucoup. C'était là votre livre opinion. Cette fois-ci, nous allons prendre notre grand dossier du jour. Le premier grand dossier, bien sûr, la République démocratique du Congo, c'est 115 millions d'hectares de forêts, soit 47% des forêts africaines. C'est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. L'avenir, c'est l'intelligence artificielle par laquelle la technologie joue un grand rôle de premier plan. Ce sont aussi les batteries électriques dans lesquelles cobalt constitue un composant essentiel. Le lithium, le cobalt, la cassitérite, les coltan notamment, sont en train de remplacer progressivement le pétrole dans l'industrie automobile et dans les nouvelles technologies. Celui qui les aura sous contrôle aura l'avantage géostratégique et économique dans le monde dans un proche avenir. Dans cette configuration, la République démocratique du Congo doit savoir tirer les dividendes de ses ressources. C'est pourquoi les déplacements du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, président de la République, qui a signé plusieurs mémorandums avec le gouvernement chinois. Nous en parlons avec mes invités ici sur place sur le plateau. Le premier mémorandum signé, c'est mémorandum d'attente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Gardidiane. Bon, merci pour la question. Je crois que je me pose par où je devrais commencer quant à ces sujets. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, le Congo est l'économie de demain. Le Congo, comme en 2008, s'approche d'une révolution qui, une fois avec une bonne politique, nous permettra de pouvoir gagner un palier dans les perspectives et nos perspectives d'avenir. Il y a une révolution d'ordre technologique qui approche et le Congo a un rôle important à jouer au regard de ces matières stratégiques. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est bien la Chine, sans fausse modestie, se positionne en pole position pour pouvoir être un géant sur les questions d'ordre économique, notamment dans l'industrie de l'automobile. C'est vrai que Tesla est là, mais la Chine garde quand même une main sur l'industrie automobile et que le Congo a le droit de pouvoir... Les rapprochements entre la Chine et la RDC avec Félix Tshisekedi, c'est la révisitation du contrat chinois ou quoi? Parce qu'on parlait ici de ce mémorandum coopération bilatérale signé sur le plan de l'exploitation écologique des ressources mines naturelles. Je ne pense pas. Le contrat chinois était un contrat de partenariat sur un axe bien défini. Un projet de différentes constructions, c'est-à-dire dans un cadre de partenariat public-privé. Si vous voulez, on peut revenir sur les termes de ces contrats, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, négocier des nouvelles dispositions avec la Chine, c'est forcément pour nous emmener vers une révisitation du contrat chinois tel qu'édité la dernière fois. Mais je crois que c'est un surplus. Dans la logique de choses, je crois qu'aujourd'hui, le Congo a le droit de pouvoir se positionner pour pouvoir jouir et bénéficier des différents pourvoyeurs dans cette dynamique et dans cette révolution technologique qui arrive. Cependant, j'ai quand même un seul bémol que j'ai dit régulièrement. La meilleure possibilité qui nous permet de pouvoir jouir de notre potentiel, ce n'est pas forcément le rapprochement avec le potentiel pourvoyeur ou le potentiel partenaire.
La première des choses, c'est une politique interne qui commence par pouvoir identifier les différentes composantes, les différentes compétences, les différentes possibilités de rapprochement en interne. Je prends un exemple. Quand on parle de la question écologique, l'écologie aujourd'hui est une question qui fait partie des objectifs de développement durable, qui est devenu presque un idéal pour l'ensemble du monde. Le Congo est le deuxième poumon. OK. Après l'Amazonie. Après l'Amazonie. On sort, d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un débat. Après le feu de forêt qui a frappé presque le Brésil aujourd'hui, la capacité de la couverture de l'Amazonie, il est possible que le Congo reprenne la première place. Mais là n'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est qu'en interne, je prends d'abord le problème, c'est que les différents fonds d'accompagnement dans les questions environnementales, on est allé dans les COP, je crois que c'est COP 26 cette fois. On a très mal négocié. Pourquoi? Parce que la RDC, fort de sa place, continue à vouloir être accepté d'être mis dans un package avec les pays pauvres. Nous, en temps normal, quand il s'agit des questions de l'environnement, on ne peut pas rester dans ce box-là. Parce que notre rapport sur l'espace mondial est beaucoup plus considérable. À la limite, si on doit prendre cette place, un peu comme lors de la COP 21, où la RDC a assumé la présidence de ces États-là, il faut que nous soyons justement cet État qui tire vers le haut les États africains. Mais en grande partie, ici, j'ai comme l'impression qu'on reste dans la dimension protocolaire. C'est une très bonne chose de pouvoir le faire, mais je crois que le chef de l'État, une fois revenu à Kinshasa, il y a meilleure chose à faire sur la dimension technologique. Il faut que l'État congolais essaye de mettre en place des agrégateurs, des incubateurs mettant ensemble les intelligences à ces niveaux-là et définir une véritable politique interne. Je sais que les gens vont me dire, non, on a le ministère du numérique aujourd'hui. Ok, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que le Congo avait besoin d'un ministère numérique. Pourquoi? Le Congo avait besoin plutôt d'un ministère de l'économie digitale. Économie digitale. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il a un caractère un peu plus large. Le numérique, c'est les plateformes. Le numérique, c'est justement ces espaces virtuels qui nous permettent aujourd'hui d'interagir. C'est bien la loi sur le numérique, c'est des approches d'ordre judiciaire. Mais aujourd'hui, le Congo a besoin de mettre en place des intelligences capables de nous permettre, non seulement dans la dynamique étatique, mais même dans les considérations d'ordre privé, de promouvoir ces gens qui peuvent occuper la place dans l'économie digitale. Il ne faut pas qu'on souffre, un peu comme avec le mine. Mais ici, nous sommes dans le rapprochement avec la Chine qui... Je suis juste. Allez-y. Dans mon analyse, le rapprochement, c'est bien, parce que la Chine peut être un partenaire de taille. Si vous voulez, je peux vous le dire avec le détail. Le Congo, aujourd'hui, dans ses différentes approches d'ordre économique, même le matière première qui est le soubassement, on a souvent tendance à avoir des problèmes avec nos partenaires traditionnels. L'Occident, à chaque fois, on tente de vouloir en gagner plus en changeant des horizons. Il y a meilleure chose à faire aujourd'hui d'établir déjà un rapprochement avec la Chine. Question de pouvoir définir déjà une politique qui nous permettra de tomber d'accord avec même nos partenaires traditionnels. Je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut isoler ces gens-là. C'est bien, mais ce n'est pas, pour moi, le gros du travail. Le gros du travail commence en interne. J'ai fait une approche comparative avec le secteur minier. On n'a pas su profiter de nos mines parce qu'on est resté dans l'approche production. Le Congo devrait aller dans la chaîne des valeurs. Et j'ai l'impression qu'on veut refaire la même bêtise. On permettra à la Chine de pouvoir venir s'approvisionner en uranium et en lithium pour aller fabriquer des gadgets qui nous reviendra avec des coûts exorbitants. Si vous voulez les statistiques, aujourd'hui, le Congo est un État où le coût du téléphone mobile est plus cher que la plupart des autres États en Afrique. Pourtant, le gros de matières premières proviennent de chez nous. Il faudra qu'on quitte ces dimensions-là. Il faudra qu'on établisse une vraie chaîne des valeurs. Et ça doit être une politique noir sur blanc. Il faudra transformer sur place. Exactement. Apporter la dimension, non seulement la transformation, mais créer un vrai marché digital sur place. Alors, il faut encourager les ministres de l'Industrie qui avaient déjà lancé la fabrication bientôt des batteries, des batteries électriques en RDC avec la complicité de la Zambie. C'est déjà entamé. Vous pensez qu'aujourd'hui, pour fabriquer les batteries, on avait besoin de la main-d'œuvre zambienne? Je ne pense pas. C'est un partenariat. Non, justement, c'est un partenariat, mais dans le partenariat, est-ce qu'on a résolu l'éternel problème de rester juste dans la phase post-production? Dans la consommation post-production et dans la phase juste de l'exploration. Ça, c'est la plus grande faiblesse. Je crois que c'est bien de faire le rapprochement, mais dès que le chef de l'État rentre à Kinshasa, il y aura mieux à faire. Réunir les différentes intelligences à ce niveau-là. Si vous voulez, je peux citer des noms. Aujourd'hui, en matière digitale, s'il faut définir une politique, il y a quelqu'un comme Kojo Ndukuma qui
est une intelligence avérée, il ne faut pas qu'on se le cache. C'est vrai que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les hommes providentiels existent, mais puisqu'on a besoin de boussole, il y a des gens capables de nous aider à pouvoir donner des orientations pour finalement constituer une vraie politique en interne qui nous permettra de profiter et de ne pas retomber dans le travers du passé où on a la matière, mais en gros, on ne profite pas à part la dimension rédévance et autres, et que finalement, dans la chaîne de valeur, on perd beaucoup de choses. Très bien. Nico Faye, les chefs de l'État se retrouvent en Chine. Il y a eu 4 mémorandums qui ont été signés dans différents domaines. Votre analyse? Bon, le voyage de Chine, c'est dans ses habitudes légendaires de voyager, bien que de tous les voyages, le peuple n'a rien ressenti. A contrario, ce sont des millions de ces derniers appauvris, sous-payés, payés de manière irrégulière, qui est son argent. Un pays ne se développe pas en vase clos. Non, s'il te plaît, je vais vous dire, donner quelques cas de figure. Tu peux me dire le nombre de pays pour que la Chine devienne ce que c'est, le nombre de pays que Mao Tse-tung avait visité? Ça sera difficile pour moi. Ils ont eu une bonne question, moi j'ai la réponse. Ça sera difficile pour moi. C'est que vous avez la réponse, vous avez la réponse. Mais j'aimerais d'abord revenir sur ce que j'ai entendu sur ce plateau. On a lu une disposition légale constitutionnelle là-bas, mais je ne savais pas pourquoi. Quel est le sens par rapport à ce que nous disions? J'ai lu la disposition pour faire allusion à ce qui s'est fait au sein du parti Ensemble. Parce qu'aujourd'hui... Mais finalement, c'est mon temps, non? Parce que, non, je mérite... Non, non, j'ai dit, je n'avais pas compris. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est combattu par Katumbi. Tu te perds si tu parles du chef de l'État. Non, je voudrais dire ça. Il est combattu. Vous n'êtes là que pour faire il est combattu parce qu'il appartient à une tribu. Or, la Constitution, dans son article 13, lisez la disposition. Dans son article 13, lisez la disposition. Je vais lire la disposition pour que tu comprennes bien. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle. Voilà, merci. Donc, ce n'est pas parce qu'il appartient vous ne commentez pas. Qui ne plaît pas à tel, qui ne plaît pas à X, qui doit être combattu. Merci. C'est justement ce que nous dénonçons. Très bien. Parce que si vous l'entendez dans la bouche de tous les hauts cadres d'Ensemble pour la République, Moulouba, 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 Moulouba. On les combat parce qu'il est Louba. Et là, ils sont en train de violer une disposition de la Constitution. Très bien. Nico Faye, vous avez compris. Ce que vous devez retenir, que l'infraction... C'est un discours de haine qui doit être combattu. L'infraction est individuelle. Que ce soit 10 membres sur 9 membres sur 10 de Ensemble aient tenu ce discours-là. Mais si la seule personne n'a pas retenu, il ne sera pas tenu pour responsable. Mais comme vous avez cité, Kabouya dont vous avez cité, on l'a vu ici à Kinshasa, promettre aux gens que les pouvoirs pour lesquels nous sommes battus plusieurs années, Toko Kababa Machette, ici à Kinshasa. Vous l'avez bien compris. Une plainte même avait été déposée. Par qui? Le procureur avait... Ne posez pas de questions, laissez-les développer ses moyens. Allez-y. Moi, je ne parle pas d'ensemble. Je dis l'individu Kabouya à Kinshasa. Il a tenu des propos que Bako Kababa Machette. Et cela doit être emboîté par les autres. S'il te plaît, moi, je n'ai pas encore... Lui, il a généralisé. Non, mais moi, je dis l'infraction est individuelle. Ça n'engage que les auteurs. Mais quant à faire... il n'y a pas une machination. Pour que non, que l'ensemble c'est une personne morale. C'est Moïse qui est devant l'action. Laissez-lui développer ses moyens. Allez-y. L'infraction, ce que vous avez dit, l'infraction est individuelle. La personne morale chez nous, jusqu'à la preuve du contraire, elle ne commet pas les... De toutes les façons, ces personnes ont été frappées par les institutions du pays. Mais néanmoins, les propos de Kabouya, et lorsqu'aujourd'hui,
on voit les membres du progrès, force de progrès, avec les machettes, aux côtés des agents de l'ordre, on peut arriver à quelle conclusion? On peut arriver à quelle conclusion? C'est faux comme information. On peut arriver à quelle conclusion? Les vidéos circulent. Il n'y a jamais. Ce sont des montages. Ce sont des montages. Il n'y a jamais eu de membres de force de progrès avec des machettes. Attendez, je vous donne raison, mais est-ce que doit-on, nous, journalistes, faire l'apologie des machettes? Parce que c'est dangereux en tant que leader. C'est dangereux, hein? En tant que leader d'opinion, que nous puissions mettre ces débats sur la place publique. Non. Je pense qu'on doit, toute proportion gardée, prendre de la hauteur, que nous soyons au-dessus de tout cela. S'il vous plaît. On avance, ou nous revenons sur notre sujet, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de me dire, Antoine veut quoi? C'est-à-dire, si vous prenez le nombre de voyages qu'il a effectués, vous divisez fois le nombre de jours qu'il a passé au pouvoir, vous verrez que, je dirais même que les voyages ont pris presque un tiers des jours déjà passés à la tête du pays. Que faites-vous quelle est l'analyse que vous faites de son voyage en tant que... Par rapport aux mémorandums qui ont été signés pour le pays? Je prends d'abord les voyages en général. Tous les voyages qu'il a effectués en général. Il a trouvé un pays entier. Aujourd'hui, le pays est saucissonné. Il est toujours dans les voyages. L'insécurité dans le Grand Bandundu. Il est toujours dans les voyages. L'insécurité aujourd'hui à Kinshasa. Il est toujours dans les voyages. Mais quand est-ce que lui va se mettre au Congo pour donner des solutions? Les dirigeants, mon frère, sont tenus à l'obligation des résultats. Depuis que vous avez commencé vos prétendus voyages, qu'est-ce que le peuple congolais a bénéficié? A contrario, les niveaux de vie qu'il avait trouvé en 2019, le pouvoir d'achat qu'il avait trouvé, aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Congolais s'est amenuisé. Mais il est toujours dans les voyages. Donc, il est dans les voyages. Un chef d'État... Vous avez parlé de coq, s'il te plaît. Non, je vous relance. Vous m'interrompez. Je vous relance. Est-ce qu'un chef d'État ne peut pas faire des voyages? Combien de voyages? Pour quel résultat? Combien de voyages? Pour quel résultat? Est-ce que peut-être, je suis en train de lever... Les dirigeants sont tenus à l'obligation de résultats, pas à l'obligation de moyens. C'est-à-dire, n'a voyagé au même libat mapa. Papa, au moment où on a tongo oui. N'a pas que ozonga. Et ozonga n'a pas sonné à pembe on est à supermarché on a. Bana au CP là. Papa zongi, nous allons essayer. Mais les notes depuis qu'il a commencé à voyager, mboke ça ko kende. Insécurité, nous allons et comme il y a canal de ça, mais il est toujours dans le voyage. Alors, nous nous posons la question, c'est le tourisme, la mendicité ou bien c'est autre chose? Merci beaucoup. Parce que de tous ces voyages, le peuple congolais n'a bénéficié de rien. À contrario, ce sont les dettes. Il a trouvé 0 dette extérieure. Aujourd'hui, on est à plus ou moins 10 milliards de dollars qu'il a contracté. Très bien. Alors, de tout cela, nous pouvons nous poser la question, il voyage avec notre argent, c'est notre argent. Nous devons nous poser la question, est-ce qu'il ne peut pas arrêter avec ces voyages-là? Merci beaucoup pour vous. Les chefs d'État doivent arrêter avec des voyages. Merci, on ne va pas s'arrêter là. Je vais accorder la parole à Siméon pour répondre à cette question que nous avons entamée sur le voyage du chef de l'État avec la signature des 4 mémorandums. Le premier mémorandum, c'est sur l'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Je posais la question à Gardi, est-ce que c'est la révisitation du contrat chinois? Non. Moi, je pense que en allant en Chine, il y avait déjà des révélations qui ont été faites ici chez nous, au pays, au sujet du contrat RDC-Chine, qu'il fallait à tout prix révisiter parce que les rapports de l'IGF l'avaient ainsi demandé, le gouvernement lui-même a examiné, on a trouvé que c'était vrai, l'Assemblée, consort. Donc il fallait à tout prix révisiter. Parce qu'on a toujours dit que c'était un contrat léonin. C'était un contrat léonin signé par M. Kabila et ses acolytes. Ça n'a pas profité au pays. Depuis 2018, il n'y a eu que des détournements et ils n'ont jamais réussi à justifier l'argent qui a été mis à leur disposition. La Chine non plus n'avait pas fait suffisamment sa part. Et il fallait revoir
fallait revoir tout cela, il fallait rediscuter, revoir tout cela, de sorte que la RDC puisse être rétablie dans ses droits. Et il fallait quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé. Et le chef de l'État est en Chine pour ça? Il est en Chine notamment pour ça. Quelqu'un de courageux, quelqu'un de déterminé, pour pouvoir faire tout cela, pour que la RDC soit rétablie dans ses droits, parce que ça va finalement profiter au Congo et aux Congolais pour que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions aussi développer notre pays dans différents... La révisitation doit se faire dans quels termes? Bon, les termes de révisitation, les chefs, je pense que les chefs s'est déplacés avec une forte délégation. Ouais. Les ministres des Mines, ministres du numérique, les ministres des... j'ai vu dans sa délégation beaucoup de ministres, et les noms viendront. Et communication et médias aussi. Communication et médias aussi, parce qu'il y a des contrats qui doivent avec être la RTNC, signés avec la chaîne nationale chinoise. la chaîne nationale chinoise. Et donc, c'est le gouvernement congolais et le gouvernement chinois, je dois être un peu honnête, que je ne sais pas dans quel terme le contrat sera révisité, mais au moins nous savons qu'il sera révisité parce que le chef de l'État l'a dit clairement que ça doit être révisité pour que cela profite aux Congolais. Mais moi, au-delà de tout ça, il y a aussi un aspect qui m'intéresse, l'aspect protocolaire de l'accueil du chef de l'État. Tapis rouge, 21 canons tirés. Il faut le dire que... Il y a la symbolique dedans. Il faut le dire que nous l'avons vécu comme ça en 1974. C'est depuis Mobutu qu'on a vécu comme ça. Ça veut dire quoi? Il est considéré par les Chinois. C'est vrai que Kabila a été réussi aussi en Chine, mais ça n'avait pas pris la même proportion qu'aujourd'hui. Il y a du respect aujourd'hui. Les Chinois veulent obtenir quelque chose de nous et ils ont compris qu'en face d'eux, il y a un partenaire fiable, sérieux, qui mérite du respect. C'est pourquoi on a vu tout ce qui s'est passé sur le plan protocolaire. 21 coups de canon, tapis rouge et tout ce qui va avec. Qui s'en est suivi et donc qui va avec. Cela n'est pas à négliger, ça prouve même le sérieux qui est à considérer dans les contrats qui sera signé, je crois, qui a été déjà revisité entre les deux gouvernements. Alors, en marge de ces voyages, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un discours devant les compatriotes. Il a fait mention de l'organisation des élections. Le chef de l'État confirme qu'il y aura réélection en décembre 2023. Suivons cette déclaration. Nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance. On recrutait des jeunes gens qu'on habillait en uniforme sans formation, sans rien du tout, et qu'on envoyait comme ça au casse-pipe, comme on dit, pour faire des victimes, terroriser la population tout simplement. Nous avons donc hérité de ces gens que nous essayons maintenant de recadrer, de renforcer les capacités, etc. D'ailleurs, à ce sujet, l'académie de police qui était à l'abandon, qui devait être le don de l'Union européenne, qui avait été laissée à l'abandon depuis 2018. Enfin, moi, quand j'arrive en 2019, j'ai trouvé cette académie complètement à l'abandon. Nous sommes en train de la relancer grâce au partenariat avec nos amis des Émirats Arabes Unis, et très bientôt elle sera pimpante et en capacité de pouvoir former davantage de nos forces de police. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Nous sommes au courant de tout ça, ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre
bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Gardy, vous venez de suivre l'image, l'interview du chef de l'État, l'adresse du chef de l'État devant les Congolais en Chine. Il y aura élection en 2023, en décembre, il confirme. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, il est resté cohérent. Il a toujours dit qu'il y aura élection en décembre 2023. C'est vrai qu'au départ, je fais partie de ceux qui estiment que quand on a commencé le processus d'enrôlement, on était très dubitatif au regard de déchets et des problèmes techniques décriés, ça et là. Ce qui m'a réjoui, c'est que les remarques faites ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, et que finalement cette CENI se reprit et a corrigé les différentes lacunes. Aujourd'hui, en un temps record, on a l'habitude, par exemple, pour 2018, de prendre 16 mois pour l'enrôlement. Cette fois, en 4 mois, on l'a fait. Atteindre les résultats de 95% de chiffres attendus, hormis les zones sous occupation. Pour moi, ça relève d'une prouesse, mais je crois que je garde encore ma soif. Je ne suis pas de ceux qui qualifient les infractions avant les actes. Je sais que la CENI, aujourd'hui, a 2 orientations entre ses mains. J'ai l'habitude de le dire, les contraintes d'ordre légo-technique, cette CENI nous a prouvé à suffisance qu'elle était assez mature pour pouvoir corriger et continuer son bonhomme de chemin. Dans le contrainte légaux et dans le contrainte d'ordre politique, là encore on attend. Il y a plusieurs résultats. Il y a la loi sur la répartition de sièges et tout ce qui va avec comme arsenal législatif. Et on espère. Jusque-là, je crois que, à la limite de certaines revendications des acteurs politiques de l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai personnellement aucune raison de pouvoir douter de cette élection telle qu'organisée par Kadima. Il nous a prouvé à suffisance qu'il était quelqu'un qui écoute et qui était capable de recadrer le tir pour pouvoir atteindre les résultats. Il l'a fait, comme il avait promis, en termes dans quelques jours ici, si je crois que le chiffre m'échappe, dans moins de mois, on va convoquer les candidatures des différentes personnes, notamment ceux qui veulent participer à ce jeu-là. Et à ce niveau-là, je crois qu'on pourra voir à la limite du possible ce qui est fait. Donc je crois que dans ce qu'il dit, il y a une certaine cohérence avec l'évolution de choses telles que définies par la CENI sur place. Mais je voulais profiter, s'il y a quelques secondes, j'allais faire une petite digression, si vous me le permettez. Quand on parle de question du contrat chinois, par exemple, je vous ai dit ici, en matière de droit, les juristes vont me recadrer, il y a ce qu'on appelle le droit des obligations. Il y a des termes, il y a des contextes pour pouvoir revoir un contrat, surtout un contrat qui est en cours. Les difficultés de ces contrats, c'est que les différentes sources ou le capital, dès lors que la difficulté était sur la somme voulue, une grosse partie de cet argent devrait provenir de la production des Sycomines, qui, de 2002, s'est mis en activité que presque dans les années 2016. Il y a des difficultés d'ordre technique. Révisiter, oui, je peux être d'accord, parce que le chef de l'État plusieurs fois émis le vœu de pouvoir revoir ces termes-là avec la Chine. Ça avait déjà commencé ici. Plusieurs fois. À Kinshasa, déjà, il y a eu de contacts entre les directeurs de cabinet et la Chine. S'il y va pour finaliser, tant mieux. Mais je crois qu'ici, jusque-là, on ne peut pas parler de la révisitation. On aura la révisitation dès lors qu'on aura une conclusion, des termes nouveaux, concluant à RDC, revoyant le contrat tel que signé autrefois en 2002. Donc, mais je crois qu'à la limite du possible, ce voyage ici a mis beaucoup en lumière les perspectives dans l'économie digitale, qui est l'économie de demain. Et je crois qu'il a été peut-être un peu plus clairvoyant. Il dit, bon écoute, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir le corriger maintenant? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les différentes phases d'exploitation, il y a les matières stratégiques qui se retrouvent dans ce contrat-là, et qu'aujourd'hui, il faut se positionner pour ne pas rater encore une fois de plus cette révolution économique qui se pointe à nous. Mais quant aux élections, je crois que dans les dires du chef de l'État et le travail que la CENI fait sur terrain, jusque-là, il n'y a rien, non sans les quelques revendications, parfois habituelles de l'opposition, mais moi je le comprends. Nico Faye, votre réaction? Vous savez, quelque part, je suis en train de me dire, si vous suivez bien le langage de ce régime, c'est comme si c'était un régime qui estime qu'il n'avait rien trouvé. Mais si vous entendez leur discours, lui-même, j'entends dire que
il a une police, il a sapé la police. Mais posons la question à Antoine, depuis qu'il est là, a-t-il déjà au moins doté les policiers avec la tenue? L'origine commence par là. Comment passer tout un mandat sans doter la tenue aux policiers? Mais c'est mettre au moins à le critiquer. Quelles sont les obligations de l'exécutif vis-à-vis de la police? Il n'a pas parlé de police, non. Il a dit la police. Nous avons trouvé une police où on recrutait les gens qui n'avaient pas qualité. Mais je pose la question aujourd'hui. Les gens qui l'ont recruté à la présidence ont-ils qualité? Les gens qui l'ont recruté à la présidence ont-ils qualité? C'est-à-dire? Mais non. C'est prétendre que nous parlons du cabinet. S'il te plaît. Allez-y. Alors, dans le cabinet privé, on doit recruter n'importe qui? C'est un cabinet. C'est lui qui définit ses besoins, c'est un cabinet. Rien à voir avec les services de sécurité. C'est le piètre du cabinet présidentiel que le Congo est connu. Le piètre. Mais quelles sont les règles? Disons ceci, lorsqu'il jette les discrédits sur la police, mais néanmoins, nous, peuple, nous posons aussi la question. Vous, en tant que chef de police de l'armée, pourquoi n'a-t-il pas acheté aussi la tenue pour les policiers? Vous êtes sûr? Mais les policiers sont là, non? Vous êtes sûr? Les policiers sont là. Les policiers sont là. Vous avez mené des enquêtes. Aujourd'hui, il n'y a pas de tenue pour les policiers. Posons-nous la question que nous devons poser aux Congolais. Depuis que le régime de Maïgo et de Ram est là, a-t-il déjà acheté les tenues pour les policiers? Abordez maintenant la question. Et les bouts. Et les y a-t-il un manque de tenues pour la police? Il s'achète. Les élections. Parmi somme de la tenue, le tenue comme 80 000 francs. Il y a un coup de tenue 80 000, bout de 40 000. Pour ton information, au Tchétembe, à la descente ici, tout là-bas policier. La preuve en est aussi que nous avons mené aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de permis de conduire. Mais lui avait trouvé le permis de conduire. Alors, Nico Faye. Il avait trouvé le permis de conduire. Il a aussi. Les autres, pendant le permis de conduire, c'est sous son pour la première fois. Pour la première fois. Alors. Pour la première fois que le Congo n'ait pas de permis de conduire sous le régime de père et de mère. Pour la première fois qu'aujourd'hui, dans les avions, on ne mange plus. Revenons sur l'actualité. Et il a parlé des élections. Des élections en 2023, il y aura élection. Comment analysez-vous ce qu'il a dit? Non. Ce que le chef de l'État a dit. Les élections, ce n'est pas un cadeau de qui que ce soit. C'est une obligation constitutionnelle. Et si les élections c'était dans le délai, on doit s'en féliciter. C'est une obligation. Comment vous les Congolais, les choses normales, vous en faites anormales. Les choses anormales, vous les faites des choses normales. Dans quel pays où vous pouvez trouver un président? Non, ce sont des prouesses. Les prouesses, on vous attend sur quoi? Batoubalia. C'est ça les prouesses dans un mandat. Aujourd'hui, il y a campagne électorale en Turquie. Il y a campagne bientôt là aux États-Unis. On va dire que non, je dois m'en féliciter parce que on a respecté le délai constitutionnel. On doit vous dire, oui, vous avez pris le mandat. Mais au salaire nini na mandat au PSQ, 350 voyages, dépassement budgétaire, pays sans permis de conduire. Vous êtes déjà dans les bilans. S'il te plaît, je dis ceci, parce que vous me voyez la question que non, les élections doivent se tenir, je dois m'en féliciter. C'est une obligation aujourd'hui et sur laquelle on ne peut même pas discuter. Il y a pas de 2 minutes. Nous devons parler. Le mandat là, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous en avez fait? Le bilan. Voilà. Non, que je finisse. Non, allez-y. Je dois finir. Quand on parle de bilan, vous ne voulez pas qu'on parle de bilan. Vous ne voulez pas qu'on parle de bilan. Le mandat aux Ouaki élection, au coût de dollars combien? 160 000 dollars, 235 000. C'est ça le bilan. Mais Nico Faye, alors, les gens qui nous souffrent nous disent, mais Nico Faye revient toujours sur le même chose. J'ai dit, vous dites quoi? Il revient sur. Bon, quand on parle des mandats. Toujours sur le même. Quand on parle des mandats. Analysons les. Oui, quand on analysons avec d'autres faits. Avec d'autres concepts. Quand on parle de mandat, vous voulez qu'on parle de quoi? Bon, le président a effectué plus de 300 voyages. Et le résultat, c'est quoi? Insécurité à Kinshasa. À Kinshasa. C'est ça le bilan, non? Le mandat. Je dis, Erdogan,
Va-t-il dire non, j'ai organisé des élections et pour vous devez m'élire parce que j'ai à respecter la Constitution? C'est quoi ça, mon frère? Merci. C'est quoi ça? Permettez-moi. Et de deux. Non, ça c'est rare. Je vais vous intervenir ça dans l'autre sujet. Allez, je accorde la parole à Simon Isako. Vous avez la parole. Excusez-moi un petit peu là, mais vous voyez que Nico est agité. Il est agité. C'est sa façon de parler. Non. Vous savez pourquoi il est agité? Nico parle avec son cœur. Non. Voilà, vous savez pourquoi il est agité? Pourquoi? Mais parce qu'il est dans la confusion. Comment ça? Oui. Il a honte. Comment ça? Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour empêcher la CENI d'évoluer avec son processus électoral. Ils ont tout fait pour qu'on n'en arrive même pas ici. Avec l'organisation des élections. Mais malheureusement, pour eux, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais ils sont dans la rue pour... Ça n'a pas tenu. Non, pas l'opposition est dans la rue pour demander la bonne tenue des élections. Quelle bonne tenue des élections? Qui leur a dit que déjà ces stades et les élections sont fauchées? Qui? Et quels sont les indicateurs qui prouvent que les élections sont fauchées? Ils ont crié ici, lorsqu'on a enrôlé, que les grands Kassai étaient gonflés en défaveur d'autres contrées. Mais la loi sur la répartition de l'avant-projet, sur la répartition des sièges, nous a prouvé le contraire. Les statistiques publiées par la CENI nous ont prouvé le contraire. Les grands Katanga plus de sièges que les grands Kassai, que les autres provinces. Mais c'est logique parce que les Kassai sévissent. Voilà, c'est logique. Mais eux disaient que Kadima préparait la fraude. Avec ce qui s'est passé, on peut maintenant dire que Kadima avait préparé la fraude. Et qui avait raison? C'est Kadima qui disait qu'il n'est pas là pour préparer la fraude, plutôt pour organiser de bonnes élections, ou ce sont eux qui voulaient, qui cherchaient des astuces pour ne pas aller aux élections. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, je crois, hier ou avant-hier, des sit-ins, ce sont des alibis. Ils ne veulent pas aller aux élections. Mais voilà. Ils ne veulent pas aller aux élections. Alors que la CENI... En abordant la question des sit-ins, mais pourquoi avoir empêché à ces leaders d'atteindre les sièges de la CENI? Il y a un arrêté. Comment analysez-vous ça? Il y a un arrêté du 30 septembre 2021 qui porte sur l'interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la capitale. Le caractère inviolable du siège de la CENI. Le siège de la CENI. Depuis les élections 2006, voilà. On a fait une zone stratégique. Le siège de la CENI. Le siège de la CENI. C'est juste une information. Non, l'arrêté est venu juste renforcer. Le siège de la CENI est inviolable. Ils le savent. Autant que le Parlement. En vertu de autant que le Parlement. En vertu de quoi ils voulaient aller là-bas. Et pourquoi ils voulaient y aller? Réclamer quoi? Des élections qui ne jouent pas en faveur de Tshisekedi. Parce que les statistiques nous l'ont prouvé. Ici, ils doivent, quand je dis ils, ça veut dire que Nico Falmbikaï et les autres, Katumbi, Fayulu, Kabila et les autres, doivent avoir la culture d'acceptation. Ils doivent accepter que le travail fait jusqu'ici par la CENI, c'est un bon travail. Nous devons applaudir l'équipe de Denis Kadima. Parce qu'ils nous ont prouvé que ce qui pouvait être bon travail fait, pendant qu'ils nous ont prouvé, qu'ils disent que la révision, l'audit du fichier électoral n'a pas été fait par des bonnes personnes. Il faut qu'on se le dise, la vérité pour l'opposition. Non, mais c'est cet audit-là qui n'a pas été fait par des bonnes personnes qui a fait, qui a placé les grands Katanga au-dessus du Kassai. On peut se permettre de le dire, la province d'origine du chef de l'État. Donc c'est cet audit-là qui a favorisé les grands Katanga en défaveur de la province d'origine du chef de l'État. Mais c'est quelle manière de réfléchir? Un travail mal fait, mais qui favorise les adversaires du chef de l'État. Parce qu'ils estiment que les Katanga appartiennent à l'opposition. Oui, je suis dans cette logique-là. Les Katanga appartiennent à l'opposition. Et ils disent que c'est Tshisekedi qui a placé Kadima à la CENI. Oui, Tshisekedi a placé l'homme de semé à la CENI.
Mais comment l'homme de ces mecs qui est placé à la CENI peut travailler en défaveur de celui qui l'a placé à la CENI? C'est illogique. Vous affirmez que Denis Kadima a travaillé dans l'impartialité. C'est illogique. Il fait son travail technique. Le travail qui est fait ici, j'ai tenté de le dire, ils doivent avoir le courage de féliciter Denis Kadima, de saluer le travail qui est fait jusqu'ici par la CENI. Parce que tout ce qui a été prévu est en train d'être fait. Maintenant, nous en sommes au niveau de la loi sur la répartition des sièges. Et bientôt, le Parlement va nous offrir cette loi. Déjà au 25 juin, le corps électoral sera convoqué pour les législatives nationales. La CENI est en train de travailler. Très bien. Les élections aujourd'hui à RDC deviennent irréversibles. Merci. Il y aura des élections. Que l'opposition arrête. Le chef de l'État l'a dit. Oui, le chef de l'État l'a dit. La CENI a pratiquement fini son travail. Merci beaucoup. Et le gouvernement de Nicolas Kazadi l'avait dit, je me rappelle bien sur Télé 50, excusez-moi de citer la concurrence, le gouvernement va tout faire pour donner à la CENI des moyens qu'il faut pour que nous puissions avoir les élections dans les délais. Et donc aujourd'hui, l'opposition n'a plus à se plaindre. Aux moyens, ça. Non. Préparez-vous pour aller aux élections. Préparez-vous pour aller aux élections. Bientôt, la loi sur la répartition des sièges, le 25 juin, on convoque les corps électoraux pour les législatives nationales. Nous irons aux élections. Il faut féliciter l'équipe de la CENI. On est en train d'analyser, ça ne sert à rien de regarder dans les yeux Nico Faye, qui n'est là que pour analyser comme vous. Alors, il commence à jouer à son jeu. Alors, Gardidiane, marche de l'opposition. Okay. Sit-in sur le boulevard du 30 juin. On a vu Matata Pogny, on a vu Moïse Katumbi, on a vu Denis Sanga, on a vu les quatrièmes... qui ça? Moïse Katumbi, Sanga, Fayoulou et Matata. Être empêchés par la police pour atteindre les sites de la CENI. Pourquoi ne pas sélectionner quelques personnes pour arriver à recevoir leur mémorandum? Merci pour la bonne question. Je crois que l'information en ma possession, la dynamique n'était pas de pouvoir aller seul. Je crois que moi, je suis quelqu'un de juste. Selon mes sources, moi, je n'étais pas sur place. Il semblerait que les leaders n'auraient pas opté l'option d'aller. Ils n'avaient pas un moment. Et puis, il n'y aurait pas eu un moment particulièrement. Ce que je comprendrais. Au-delà de ça, je ne reviens pas sur le caractère inviolable du siège de la CENI, qui, depuis 2006, on en avait fait une zone stratégique. Mais au-delà de ça, j'ai quand même un regard sur la politique de la gestion de l'ordre public du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. À lui, j'ai quelques démos à dire. Mais au-delà de ça aussi, il y a un élément que moi je trouve très pertinent, c'est que avant cette étape-là, cette marche-là, la CENI a ouvert ses portes pendant combien? Une semaine? 2 semaines? Une semaine 10 jours, pour de portes ouvertes pendant 10 jours. 5 jours. Pour finalement que les différents acteurs viennent non seulement poser des questions, avoir les réponses sur les déroulés du processus électoral. C'est cette phase-là qui est considérée comme étant une phase des prises d'informations et qu'ils assistent, qui vont assister. C'est-à-dire pas parole. Avec une séance. Vous avez puisé dire votre dentelle. Merci, permets-moi de dire. Ça veut dire que, il y a eu une séance technique où on a permis d'entrer au cœur de l'organisation électorale. J'estime qu'il y aurait meilleure revendication si ils avaient accepté de participer à ces portes ouvertes, voir comment les choses se passent. On revient mieux outillé que rester à distance. C'est-à-dire, cette politique-là... Mais ils sont venus ou ils n'ont pas été reçus? Non, mais c'est ça le problème. Ils sont venus, c'est comme je vous ai dit, être reçus, ça veut dire qu'il y a une revendication claire à transmettre à la CENI parce que c'est une zone stratégique où on ne peut pas tolérer le mouvement de masse. Ça, c'est depuis 2006. C'est comme ça. La CENI, autant que le Parlement est une zone stratégique, on n'a pas toléré. Et au-delà de ça, je crois que le leader, une fois un message, un mémo, on l'aurait peut-être... Je ne sais pas entrer dans le chef de ceux qui ont organisé la marche. Moi, j'ai un point de vue très poignant sur comment le policier se comporte pendant ce genre d'histoire-là, même sur l'organisation. Donc, en gros, ici, selon mes informations, il n'y aurait pas eu un mémo, un message particulier qu'il fallait déposer à la CENI. Et à ces niveaux-là, peut-être qu'ils ont pêché dans la stratégie. Mais dans le fond, dans le gros, j'ai l'impression que l'opposition, d'une manière ou d'une autre, a bien pris l'information sur la personne qui gère la province et semble donner de coups. C'est-à-dire, je vais le dire en des termes simples des Kinois, que pendant que le gouverneur pense jouer à un jeu de dames classique, eux jouent à qui perd gagne. Très bien, merci beaucoup. Nico Faye.
Oui, vous avez marche de l'opposition. L'État m'a-t-il suffisant. Voilà. Vous avez interrompu lors du sujet précédent. Vous avez 5 minutes. Alors, j'aimerais d'abord dire à Siméon, Lokuta et Tongambo Kate, il n'y a pas un contrat entre Kinshasa et Pékin. Il n'y a pas un contrat entre Kinshasa et Pékin. Je ne l'ai pas dit. Oh alors, tu vas réussir l'émission. Non, laisse-le finir. Moi, j'ai un point de vue contraire. Il y a un contrat. Je le protège. Nico Faye, je te protège. Les contrats dont on parle dans le secteur minier, ce sont des privés chinois. Et moi, j'ai dit quoi? Alors, non, vous suivrez les questions, c'est moi qui pose les questions. Vous suivrez la rediffusion. Allons-y. Il n'y a pas un contrat entre Kinshasa et Pékin dans le secteur minier, le contrat dont on parle sur commune. Non, c'est le contrat entre Kinshasa et les entreprises privées chinoises. Mais à voir, vous vous contentez plus du président chinois, qui n'a rien à voir avec le contrat de privés. C'est que tu comprends rien alors. Alors, bref, la pression était que tu as fait croire aux gens que tu comprends rien, tu comprends rien. Entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais, il n'y a pas, ça n'existe pas. En plus, ça n'existe pas. Il y a des contrats. Ça n'existe pas. Il y a contrat entre qui et qui? Il y a contrat entre Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, et les privés chinois. Et les privés chinois. Ouais. Précision détail. Est-ce que ce contrat peut être révisité? Écoutez, au-delà de tous les mensonges qu'ils ont inculés, moi j'attendais qu'ils disent qu'ils annulent le contrat. Les contrats lui-même, quand on les signe, on prévoit aussi des clauses. Un contrat peut être mal discuté, peut être mal débattu. Les clauses prévoient aussi que le mois venu, une partie peut revenir et puis on fait ce qu'on appelle l'avenant. Et la preuve en est que si on a estimé qu'on peut réévaluer, on réévalue. Mais si c'était mauvais, pourquoi placer son enfant là-bas? Il faut qu'il dise aux Congolais que celui qui est représenté des intérêts congolais, c'est le fils du président de la République. Mais ce qu'on a déclaré hier que c'était mauvais. Alors, les contrats, tout contrat, qui sont les contrats de bail, qui sont les contrats de vente, un contrat peut subir toujours des revisitations. Élection. Alors, la marche de l'opposition. C'est la torture. Vous y étiez? J'y étais. Moi, je ne suis pas de cela. Je ne vous ai pas vu dans les images. Bref, s'il te plaît, je vais vous dire ce que quand on dit état de droit, c'est l'état dans lequel l'état lui-même a des droits et obligations. L'état n'a pas que des droits. L'état a aussi des obligations. On a fait croire à mon peuple que la marche qui avait capoté le 20 mai, du samedi, c'était parce que l'opposition n'avait pas respecté l'itinéraire. Maintenant, posons-nous la question. Katumbi qui devrait se rendre à Congo central avait été empêché. Il y avait aussi un problème d'itinéraire. Qu'on note qu'on me donne la réponse. J'apprends que Matata a été empêché d'arriver à Kikwit. Y a-t-il encore un problème d'itinéraire? Le sit-in connaît aussi d'itinéraire? Les sit-in, quel est l'itinéraire qui n'a pas été respecté lors du sit-in? Mais vu la répression que j'ai vue, ce régime est pire que le régime iranien. Si je vois le degré de torture qu'il y a eu le samedi 20, c'est plus que ce qu'on a vu en Iran lorsque cette dame était morte, a trouvé la mort. Il n'y a pas eu de mort. Attention, s'il te plaît. S'il te plaît, si vous... Attention, il faudrait aujourd'hui qu'on évite le débat des paroles contre paroles, les lois, et qu'on rencontre aussi ces moyens-là. Article 16, alinéa 3. De la Constitution? Constitution. Allez-y. Passez au référendum. Allez-y. Ça, c'est pas le fait de l'enseigner. Allez-y. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Ce qu'on a vu avec l'enfant, si c'est Roger, un mineur d'âge de moins de 14 ans, j'ajoute encore la loi spéciale. Qu'on rencontre ces moyens. Article 95. La loi
numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Article 95. L'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Article 96. Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, j'insiste sur l'âge, parce que l'enfant mineur en général, c'est de 0 à 18 ans. Mais dans la catégorie des mineurs, de l'enfant mineur, il y a aussi il y a des catégories là-bas. La catégorie des 0 à 14 ans. Il n'y avait pas de mineurs sur le boulevard des 30 jours lors des S'il te plaît, On parle des je vous parle de tout ce qui, de ce qui caractérise le régime. La même répression qu'on a assisté le 20, les tortures qu'on a assisté le 20, moi j'en ai vécu sur le boulevard, j'étais là. J'ai vu le malade qu'on a amené à l'hôpital chez Pissi. Ici, sur le boulevard, j'étais là, de visu. Je ne raconte pas des histoires que moi ne me rapporte pas. Moi-même, j'assiste. Écoutez la lecture, parce que vous n'aimez pas les textes. Les 20, c'était pas sur le boulevard. J'ai dit les répressions du 20 et du sit-in. J'ai dit ce qui caractérise le régime. Très bien. La torture. C'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Écoute, alors, lorsque l'enfant déféré devant le juge à moins de 14 ans, on met dit l'âge de 14 ans. Celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement. Mais il n'a pas été arrêté cet enfant. La torture qu'on a, c'est cela. Alors, je vais vous donner la réponse à votre préoccupation. Article 97. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou d'éducation de l'État. Article 100, je vous lis ce que la loi a prévu pour qu'un enfant de moins de... On n'a pas le temps, nous devons... Mais vous allez comprendre, lorsqu'on décrit le régime... Vous venez de lire. Maintenant, parlons de faits. Nous parlons de sit-in, parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, nous allons... Les faits sont là que le régime est caractérisé par les tortures. Mais lorsque Gardi vous démontre que les sièges de la CENI, c'est une site stratégique. C'est pour ça qu'on ne les a pas repoussés, ils ont juste mis une barrière. C'est-à-dire qu'ils pouvaient... Pourquoi ne pas accepter... Pourquoi les leaders n'ont pas accepté de respecter la loi, d'aller et déposer leurs mémos, auprès la loi dit quoi? D'être reçu. La loi. Je parle de la loi sur l'interdiction des manifestations dans certaines zones. Attends, tu as parlé de la loi. Moi, évitez-moi moi, je donne la loi et puis donne-moi sur la contre-loi. Vous venez de donner des lois qui n'ont pas de rapport avec le sujet que vous a posé. Non, moi, je vous parle des pratiques qui ont caractérisé... Oui, mais c'est pas ça la question. Non, la question, c'est quoi? Pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs? La répression, les tortures ont fait assez que le... Vous parlez de mort d'homme. Les sit-in, il y a eu quelle répression? Quelle répression, quelle torture? Tu étais là? Non, à ce niveau-là. Alors, ma question... Tu étais là? Les jours tu étais là? Les jours du sit-in. Tu étais là? Je parle pas du Tu étais là? Les jours du sit-in. Tu étais là? S'il vous plaît. Ma question... Même pas un seul coup. Pourquoi ma question est... Nous allons terminer. Pour faire comprendre ma question aux téléspectateurs, c'est de savoir pourquoi les leaders n'ont pas accepté d'aller seuls au siège de la CENI. Ils n'avaient pas de mémos, ils ont refusé. La police leur a demandé, si vous avez les mémos, allons-y, on ne va pas vous déposer. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de mémos. Le droit, ne pensez pas que l'État, la police n'a que des droits. Le gouvernement n'a que des droits. Est-ce qu'ils avaient des mémos? Ils en avaient. Mais tu contredis Fayoulou, Kadoum et les autres. Ils ont refusé. Ils en avaient, mais ils ont refusé. Vous n'étiez pas là. Ils ont refusé. Ce qu'ils avaient refusé, c'est de leur remettre, ou bien parce qu'on leur avait demandé de construire un groupe trop restreint. De 10 personnes. Allez-y. De construire un groupe très restreint pour qu'ils aillent là-bas. C'est l'option qu'ils n'ont pas acceptée. Voilà. Alors,
Pourquoi Est-ce qu'il y a... Pourquoi pas aussi les Parce qu'ils sont dans la logique de casser. Pourquoi? Attention. Oui. La différence... Il ne faut pas oublier que le 20, Fayoulou a dit aux militants, ils sont dans cette logique-là de casser, se victimiser. Faut pas oublier ça. Je n'ai pas encore vu les banques saccagées. Merci. À la différence de l'ancienne opposition barbare, l'actuelle opposition, elle est républicaine, responsable. Et ça a un vrai problème. Et l'actuelle opposition, mais la répression, la barbarie et les tortures. Vous savez que, s'il te plaît, je finis par là. Je finis par là. Quand je dis que vous avez dépassé vos 5 minutes. Pourquoi j'insiste de torture et torture? Aujourd'hui, les régimes se distinguent dans les tortures. Torture. Comme on en a eu tout le temps de Kabila. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler de torture sous ce régime? Il y a aujourd'hui. Peut-on parler de torture sous ce régime? Il y a aujourd'hui. Il faut quand même avoir peut-on parler de régime sous cette torture? Olivier. Alors on sait qu'il y a 4 ans. On sait qu'il y a 4 ans. On brûlait les militants de l'UDPS. Alors, arrêtez le 28 avril. Il a trouvé la mort. C'est quoi que tu racontes ça? C'est quoi que... Attends. Le alors, on sait qu'il y a eu le pouvoir dans ce pays. Qui a la parole? Tu veux nous parler de torture? S'il vous plaît. Qui a la parole? S'il vous plaît, on se calme d'abord. Qui a la parole? On se calme d'abord. Nous sommes devant les téléspectateurs avec beaucoup de respect. On doit respecter les téléspectateurs. Vous avez fini votre parole. Vous avez pris 9 minutes. 9 minutes d'antenne. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Donc, on doit chuter. Gardi, votre 2 minutes pour Merci beaucoup pour le 2 minutes. Je voulais apporter une correction. Oui. Quand Nico Famika dit qu'il n'y a pas un contrat entre Pékin et Kinshasa. Dans quel secteur? Non, s'il vous plaît. Sois tolérant. Laissez-lui terminer, s'il vous plaît. Quand vous lui dites, je lui donne, rentre dans vos proches, ils vous le diront. Il y a un principe. Vous savez, dans les accords bilatéraux, c'est-à-dire il y a des degrés différents. En Chine, la Chine communiste, hormis les entreprises juniors à des capitales faibles, les grosses entreprises sont de la part de l'État. C'est eux qui représentent les intérêts des États. Un peu comme aujourd'hui, toucher total, vous verrez que vous touchez aux intérêts de la France. Quand il dit que c'est entre les privés, c'est une fausseté. Vous savez pourquoi c'est une fausseté? Parce que dans ce contrat, le reste est du capital qui devrait servir à la construction de travaux. Ce qui a rendu la tâche difficile, c'est que Sicomine était le premier pan, le capital productif qui devrait prendre en charge le capital pour la suite de travaux. Jusque-là, il y a eu exécution que de 95 millions. Pourquoi? Parce que le 2 milliards 100 millions restant devrait provenir dans le montage financier tel que défini de la Sicomine. Or, la Sicomine, depuis 2001 et 2002, où les choses ont été mises en place, n'a commencé la productivité qu'en 2016. Il y a eu un manque à gagner pendant cette période pour la RDC. Quand il vous dit ça, il ne faut pas mentir aux Congolais. Les États négocient à travers les grandes entreprises qui représentent leurs intérêts. Mesdames parce que c'est un contrat technique. Laissez-moi finir. J'ai 2 minutes, non? Allez-y, allez-y. J'ai fini en minute. S'il vous plaît, je vous renvoie. Pose la question à tous les kabilistes qui sont à côté de vous. Moi, écoutez, c'est toi qui as été kabiliste. Moi, je ne suis pas kabiliste. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ai pas le droit. Laissez-moi finir. Deuxièmement, quand on revient sur la question de marche, en 30 secondes, je vais finir. Moi, je respecte le temps. Je vais vous dire une vérité. Si on veut aller dans ces dynamiques-là, la responsabilité est partagée. Moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Gobil a fait les choses. Un peu comme le 20. Vous mettez la marche de l'UDPS, l'ACP, votre propre parti politique, vous dirigez en arbitre, en juge et parti. Si ils disent que c'est eux qui avaient prévu la date du 20 parce qu'ils avaient donné les 18 à l'opposition, que l'opposition a rejoint 20, ils pouvaient demander à ces militants d'annuler. Il avait toute l'émission sur ça. Dégager, oui, c'est justement. Donc, en gros, il y a eu une responsabilité partagée. Oui. Parce que autant que cela, moi j'ai trouvé aussi une image très désolante, au-delà de bavure de la police, de voir un candidat président de la République comme Martin Fayoulou demander aux gens de la police. Merci beaucoup. Mais par rapport au contrat. 2 minutes, moi, je dis ceci. 2 minutes. Lorsqu'on qualifie une structure de société, c'est-à-dire elle est dotée de la personnalité civile, vous n'allez pas aujourd'hui, si par exemple l'ONATRA a un problème, qu'on va s'apprendre à l'État congolais. Peut-être en sociologie, oui, mais en droit, non.
Parce qu'à ce jour, l'ONATRA, qui est une société de l'État, bien qu'il y ait eu société commerciale consort, bien que l'ONATRA soit appelée société de l'État, mais elle a une personnalité morale distincte de celle de l'État. De la même manière, lorsqu'il évoque Total, comment Total, si Total a des différends, si Total a des contentieux, on va s'apprendre à Total ou bien à l'État français. L'État français a une personnalité morale distincte de celle de Total. Et parler de manière... Mais Total représente les intérêts français. S'il vous plaît, vous parlez en sociologie, mais moi je parle en droit. Non. La Total a une personnalité morale. Lorsqu'on veut attaquer Total, on attaquera Total à son siège. Merci. Et s'il faut saisir les biens, on ne va pas saisir les biens de l'État français, on va saisir les biens de Total. Il nous a ramené dans le contrat des obligations. Merci beaucoup. Ce qu'il dit, c'est faux. Un droit des sociétés. S'il vous plaît, laissez-moi balayer ça. Ce qu'il dit, c'est des hérésies. Dans une société bien consciente, il y a question de part. Gardi, je vais d'abord dire il y a question d'intérêt. L'ONATRA a une dit des hérésies. Qui parle au nom de la il s'agit des rapports étatiques. C'est l'État congolais. Lorsque l'UGF a publié son rapport, le gouvernement s'en est saisi. Qui a réagi? C'est l'ambassade de la Chine. L'ambassade de la Chine a pourquoi, à votre avis, point de presse. Pourquoi? Pour parler de ces rapports. Pour réagir au rapport. L'ambassade de la Chine a réagi au rapport. S'il te plaît. Y a-t-il un contrat? Merci. Y a-t-il un contrat entre l'État congolais et l'État chinois? On devrait commencer par la S'il te plaît, si un débat, alors la prochaine émission, on va commencer par ces dossiers. Qu'il nous promettent d'être techniques. Voilà. Vous allez le général. Tu ne réponds pas aux questions. S'il s'agissait que de privé, l'ambassade chinoise n'a pas réagi. Voilà, vous allez revenir. Non, Gardi. C'est déjà société. Vous allez revenir, je vous promets. On va commencer avec ce premier sujet pour étayer. Si c'est pour des arguments politiques, mettez le deux. Mais si c'est technique, là je m'y mets. Voilà, on va s'entendre. Je ne suis pas politique. Voilà. Non. Voilà, on va vous compléter. Merci beaucoup, Gardi Diane. Merci beaucoup. Il faut aussi avoir des matières pour ça. Avec vos lunettes qui ressemblent à un travailleur qui est dans les firmes internationales. Alors, avec la calvitie, on chute un peu en douceur. Oui. Merci beaucoup, Isako. Merci. Avec ta barbe, tu ressembles de plus en plus aux gens qui sont dans les mangues. Il est en train de prier dans les mangues. Merci beaucoup à Nico Faye avec ses lunettes de médecin. Et toujours avec ses tableaux. Merci beaucoup à vous. National. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ces magazines sur votre chaîne. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a assisté. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.